Salut tout le monde. L'armistice signé le 11 novembre 1918 a mis fin à la guerre, mais la défaite a laissé un pays dévasté, accablé par des pertes humaines colossales et une économie en ruine. Pour les dirigeants militaires allemands, la défaite ne faisait pas sens. L'armée impériale n'a pas été battue sur le terrain, mais aurait été trahie par des ennemis internes. Cette idée, qui prend la forme du mythe du coup de poignard dans le dos, allait devenir un pilier fondamental du discours nazi et un instrument politique pour Adolf Hitler. Mais comment Hitler a-t-il exploité cette légende? Au lendemain de la guerre, le mythe du coup de poignard dans le dos est né parmi les officiers et les nationalistes allemands, en grande partie pour masquer l'évidence de la défaite militaire. Des figures éminentes comme le général Ludendorff, l'un des principaux généraux allemands, ont commencé à diffuser l'idée selon laquelle l'armée allemande, malgré sa retraite forcée et l'effondrement du front, n'avait pas été véritablement vaincue par l'ennemi, mais trahie par des forces internes. Selon eux, l'armée était encore capable de résister, mais la capitulation avait été imposée par les civils déséquilibrés, sans consulter l'état-major. Les traîtres désignés étaient les socialistes, les communistes, les pacifistes, et les juifs, qui, selon eux, avaient saboté l'effort de guerre en prônant la paix. Ce sentiment de trahison est particulièrement alimenté après la signature de l'armistice, et les militaires allemands se sont alors sentis injustement privés de la gloire de la victoire. Qu'en est-il dans les faits? À la fin de 1917, l'armée allemande semblait sur le point de prendre le contrôle de Paris. La bataille de la Marne, en septembre 1914, marquait un premier échec pour les Allemands, mais les offensives menées en 1917 et 1918, notamment la grande offensive allemande du printemps, avaient repoussé les lignes alliées jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de la capitale française. Les troupes allemandes étaient donc à portée de Paris, et la prise de la ville semblait presque inévitable, d'autant plus que les Alliés étaient sur le point d'épuiser leurs réserves. Cependant, la situation a pris une tournure inattendue lorsque les Allemands, malgré leur position avantageuse, ont été contraints de reculer. Pourquoi? D'abord, l'état des troupes allemandes, déjà affaiblies par plusieurs années de guerre et de lourdes pertes, a limité leur capacité à poursuivre l'offensive. De plus, les Alliés ont, au fil des mois, intensifié leurs efforts de soutien logistique et militaire, notamment grâce à l'arrivée des États-Unis dans le conflit, ce qui a renforcé la pression sur les lignes allemandes. Mais l'élément clé du retrait stratégique fut l'ordre de l'état-major allemand, dirigé par les généraux Ludendorff et Hindenburg, de se replier sur une ligne plus défendable. L'idée était d'éviter une confrontation directe qui aurait pu entraîner une destruction totale des troupes impériales. Lorsque l'armistice a été signé en novembre 1918, la question du retrait des troupes à quelques kilomètres de Paris a ajouté un élément de frustration et de colère dans le mental collectif des soldats et des nationalistes allemands. C'est dans ce contexte qu'Hitler, ancien soldat puis caporal de la Grande Guerre, a trouvé un terreau fertile pour nourrir son propre ressentiment. Dans ses premiers discours, il utilise la défaite de la Première Guerre mondiale pour créer un récit national d'humiliation et de revanche. Il rejette l'idée que la défaite militaire ait été le résultat d'une stratégie militaire inadaptée ou de l'influence de l'armée impériale, et la transforme en une accusation de trahison interne. Ce coup de poignard dans le dos devient le fondement d'une rhétorique où les juifs et les communistes sont désignés comme les véritables coupables de la défaite, accusés d'avoir fomenté des révoltes et de déstabiliser la société allemande pour leurs propres fins. Hitler se présente alors comme le sauveur de la patrie, celui qui va redonner à l'Allemagne son honneur, en dénonçant les traîtres et en rejetant les conditions du traité de Versailles. Ce dernier est perçu comme une punition injuste, imposée par des ennemis extérieurs, mais aussi comme une trahison des dirigeants allemands eux-mêmes. En s'appropriant le mythe du coup de poignard dans le dos, Hitler devient l'incarnation de la revanche contre cette humiliation nationale. Le chef du parti nazi incite les Allemands à revendiquer leur droit à la grandeur. Les affiches et les films de propagande du régime renforcent cette vision du monde où les responsables de la défaite sont les ennemis internes, et non les militaires. Les nazis font ainsi circuler une image de l'Allemagne qui, bien que battue sur le terrain, a été victime d'une agression intérieure bien plus insidieuse. Le parti met en scène des symboles militaires, des uniformes, et utilise des slogans virulents pour galvaniser les anciens soldats, la classe moyenne, les ouvriers, et les paysans désillusionnés. L'un des exemples les plus frappants de cette stratégie de propagande est l'utilisation par Hitler de la phrase « Ein Volk, ein Reich, ein Führer », un peuple, un empire, un chef, symbolisant l'unité nationale qu'il promettait de restaurer,
sur fond de déception nationale. En associant l'image du coup de poignard à la République de Weimar, Hitler parvient à convaincre une large partie de la population allemande qu'une solution radicale est nécessaire pour purger le pays de ses ennemis internes. Le mythe devient ainsi une arme politique pour légitimer sa montée au pouvoir. Le parti nazi, en exploitant habilement le ressentiment allemand, parvient à séduire de nombreux anciens soldats, nationalistes, ainsi que des classes moyennes et petites qui sont en quête d'un chef fort capable de remettre l'Allemagne sur la voie de la grandeur. En 1933, Hitler accède au pouvoir en partie grâce à cette rhétorique de rédemption nationale. Le mythe du coup de poignard dans le dos est devenu une partie intégrante de l'identité nazie, justifiant les politiques répressives, les persécutions des opposants et des minorités, et, plus tard, la guerre mondiale. Le ressentiment envers la défaite et la recherche d'une revanche sont devenus des moteurs puissants pour une Allemagne prête à suivre Hitler dans la voie de la guerre totale. Bref, le coup de poignard dans le dos a été bien plus qu'une simple légende, il a été un instrument politique fondamental pour Hitler, utilisé pour nourrir la haine, et justifier une ascension au pouvoir. En transformant une défaite militaire inévitable en un récit de trahison, Hitler a forgé une unité nationale basée sur la rancœur et l'humiliation. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres découvertes passionnantes sur l'histoire. À bientôt.